Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour ce qui sera très certainement l'une des dernières vidéos de cette année de terminale. Cette vidéo traite du chapitre 15 où l'on va aborder la notion de transfert quantique d'énergie. Alors dans le plan de ce chapitre, on va commencer par parler de ce qu'est la dualité onde-corpuscule. Alors plutôt que de détailler ce qui figure dans le PDF qui est posté sur le Drive, je vais vous montrer une petite vidéo qui est relativement bien faite. Bonjour à tous, aujourd'hui dans ScienceClick, la dualité onde-corpuscule. À première vue, il semblerait que l'on puisse distinguer dans l'univers deux types d'objets. D'une part, certains objets se comportent comme des points, avec une position bien définie, qui peut se déplacer au cours du temps. C'est par exemple le cas d'une pomme, d'une voiture ou encore d'une planète. D'autre part, on peut également trouver des phénomènes de propagation, qui n'ont cette fois pas de position à proprement parler. C'est ce que l'on appelle des ondes, comme par exemple les vagues à la surface de l'eau. Imaginons un mur dans lequel seraient percées deux fentes. On place derrière ce mur un écran, qui va être capable de détecter les objets qui l'atteignent. D'une part, si on lance les uns après les autres des objets ponctuels, qui se comportent comme des billes, alors on finira par obtenir sur l'écran deux bandes bien distinctes, qui correspondent aux deux fentes par lesquelles sont passés les objets. D'autre part, si on émet maintenant des ondes, comme par exemple des vagues dans l'eau, alors en se propageant derrière les deux fentes, elles vont se superposer. En se superposant, les vagues vont soit s'ajouter entre elles pour former une plus grande vague, soit s'annuler pour former une vague plus petite. On observera alors sur l'écran une alternance de franges lumineuses et sombres qui correspondent aux bosses et aux creux formés par les vagues. On obtient donc des résultats différents en fonction du type d'objet. Deux bandes bien distinctes dans le cas d'objets ponctuels, comme des billes, des pommes ou des planètes, et une alternance de bandes d'interférence dans le cas où on envoie des ondes, comme des vagues à la surface de l'eau. Cependant, si on s'intéresse à des échelles microscopiques, et notamment au monde des particules, alors cette distinction entre corpuscules et ondes semble disparaître. À l'échelle quantique, une particule n'a pas de position bien définie. En effet, elle a uniquement plusieurs possibilités, différentes positions qui lui sont disponibles, avec des proportions qui peuvent varier. Ce n'est qu'au moment de mesurer sa position que la particule va être forcée de choisir au hasard une de ces possibilités. Or, il se trouve que plus une position intervient au départ en grande proportion, plus il va être probable que la particule choisisse cet endroit en particulier au moment où on va l'observer. Ceci nous permet donc de tracer une courbe qui correspond à la probabilité d'observer la particule en chaque position de l'espace. Au moment où on va mesurer sa position, la particule va de préférence choisir un endroit où la courbe est haute, c'est-à-dire une position qui est associée à une forte probabilité, plutôt qu'un endroit où la courbe est basse, c'est-à-dire de faible probabilité. Or, cette courbe de probabilité n'est pas fixe. En effet, au cours du temps, elle va évoluer, et ce de façon très similaire au mouvement d'une onde. Reprenons alors notre expérience, mais avec des particules cette fois-ci, et imaginons que l'on puisse regarder sans que cela ne les force à choisir une position. Au départ, la particule que l'on envoie n'a pas encore de position bien définie. Sa courbe de probabilité va donc se propager dans l'espace, et ce à la façon d'une onde. Ainsi, comme les vagues dans l'eau, cette courbe va passer à travers les deux fentes en même temps, et se superposer avec elle-même de l'autre côté du mur. Elle va donc arriver jusqu'à l'écran en formant le même motif qu'aurait formé une onde, une alternance de bosses et de creux. Mais l'écran qui a pour but de mesurer la position de la particule va alors la forcer à choisir une position bien précise. La particule qui jusqu'alors n'avait pas de position va donc choisir de se situer, de préférence à un endroit où la probabilité est forte, c'est-à-dire au niveau d'une bosse dans la courbe de probabilité. On va alors observer un petit point sur l'écran, à l'endroit qu'a choisi la particule. Sur l'écran, la particule prend donc l'apparence d'un petit point, ce qui pourrait suggérer qu'elle s'est comportée comme une petite bille,
et donc que les particules sont des objets ponctuels. Cependant, si on continue d'en envoyer une à une, les particules vont se regrouper au niveau des bosses, car c'est là que la probabilité est la plus forte. On va alors finir par observer sur l'écran le même motif que l'on obtenait en envoyant des ondes. Les particules se sont toutes regroupées au niveau des bosses, et ainsi ont formé ensemble ce motif. Les particules qui composent notre univers ne sont donc ni des corpuscules, ni des ondes. Elles peuvent parfois présenter des propriétés qui font penser aux objets ponctuels, et parfois des propriétés qui font penser aux ondes. Cette dualité onde-corpuscule qui règne au sein du monde quantique est due au fait qu'une particule, avant qu'on l'observe, est décrite par une courbe de probabilité, et que cette courbe de probabilité, elle, se propage et évolue dans le temps comme une onde. Pour compléter cette vidéo, les principales relations que l'on va utiliser d'un point de vue calculatoire dans ce chapitre sont l'énergie d'un photon et son expression en fonction soit de sa fréquence, soit de la longueur d'onde. C'est-à-dire qu'on retrouve la relation E égale H fois la fréquence, H étant la constante de Planck, 6,63 10-34 joules seconde, ou E égale H fois C sur lambda. Une troisième relation importante est la relation de De Broglie, qui dit que la quantité de mouvement P d'une particule, c'est la constante de Planck divisée par sa longueur d'onde. Donc après ces quelques notions de dualité onde-particule, on arrive en grand 2 à des choses que vous avez déjà abordées l'année dernière, qui correspondent à des transitions énergétiques entre deux niveaux, supérieur et inférieur. Donc là, on va raisonner sur des atomes. Ces atomes vont recevoir de l'énergie. Cette énergie n'est pas égale à une valeur quelconque, elle va être quantifiée, et selon le type d'énergie qu'elle va recevoir, on va avoir un certain nombre de transitions. Donc là, on observe dans le petit tableau qui est là, que selon la longueur d'onde et donc l'énergie des particules, je vous rappelle que plus la longueur d'onde est grande, plus l'énergie du photon est petite, donc plus l'énergie est importante, plus les transitions qui vont être générées au sein de la matière seront visibles et importantes. Donc quand on est dans les micro-ondes, on va avoir des rotations de molécules, ensuite dans l'infrarouge, on va avoir des vibrations de molécules, du visible jusqu'au rayon X, on va avoir des transitions électroniques, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire que l'électron va changer de niveau énergétique en recevant un photon, et donc en libérer un autre photon en transitant d'un niveau supérieur à un niveau inférieur. Et si on communique des photons qui sont de l'ordre des rayons gamma, on observe non plus à des transitions d'électrons, dites électroniques, mais à des transitions nucléaires. Donc nous, dans ce chapitre, on s'intéresse à la partie du milieu qui correspond aux transitions électroniques. L'infrarouge qui est là est la vibration des molécules. Si vous avez un petit peu compris le début du programme de cette année, correspond à ce que l'on peut observer lorsqu'on fait de la spectroscopie infrarouge, puisque à ce moment-là, on envoie des infrarouges sur des molécules, et en fonction du type de liaison, on va avoir une vibration, et donc on va avoir une absorption qui correspond donc à la vibration de la molécule. Alors pour ces transitions énergétiques, la formule est relativement simple, c'est que on regarde dans quel sens va le photon, et l'énergie qu'il a reçue ou l'énergie qu'il libère, c'est toujours E sup moins EF. Cette énergie, c'est l'énergie d'un photon, donc E sup moins EF est égal à Hc sur lambda, lambda étant la longueur d'onde du photon. Donc à partir du moment où un atome reçoit de l'énergie sous forme de photon, ces électrons ou certains de ces électrons vont transiter d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Et donc comme cette énergie sera absorbée, sur son spectre de raie d'absorption, on aura des raies noires qui correspondent exactement à la longueur d'onde de la lumière qui a été absorbée et qui a donc été utilisée par les électrons de cet atome. Tous les autres, c'est-à-dire tous les endroits où il n'y a pas de raie noire, correspondent à de la lumière qui n'est pas utilisée en termes de transition énergétique pour les électrons de l'atome. Tout ça, c'est lorsqu'on absorbe de la lumière, lorsqu'on émet de la lumière, il se passe rigoureusement la même chose. La seule différence, c'est que l'on passe de l'énergie du niveau supérieur au niveau inférieur. Et donc, au lieu d'absorber un proton, on libère un proton.
on se retrouve avec un spectre de rais d'émission qui correspondra à des raies colorées sur un fond noir. Le spectre de rais d'émission étant totalement complémentaire avec le spectre de rais d'absorption. Donc, ces deux notions sont des notions que vous avez déjà vues l'année dernière. On aura uniquement comme obligation cette année d'être capable de comprendre ce que signifie la quantification d'énergie d'un atome et surtout être capable de refaire le calcul de l'énergie que libère un atome lorsque ses électrons passent d'un niveau supérieur à inférieur ou de l'énergie qu'il absorbe. Alors je vais terminer cette première vidéo à l'aide d'un petit exemple. Donc j'ai représenté ici en électronvolts l'état des différents niveaux d'énergie d'un atome d'hydrogène. Donc le niveau le plus bas en énergie correspond à ce qu'on appelle l'état fondamental, c'est-à-dire c'est l'état dans lequel se trouve l'atome d'hydrogène lorsqu'il n'est soumis à aucune excitation. À l'inverse, quand on arrive au niveau 0, 0 signifiant que on a donné à l'électron l'énergie nécessaire pour aller de l'état fondamental à 0, c'est-à-dire en clair on a arraché l'électron à l'atome et donc il devient ionisé. Donc d'une certaine manière on peut dire que les 13,6 électronvolts c'est l'énergie qui lie l'électron à l'atome. On a un certain nombre de niveaux. Donc le niveau fondamental est à moins 13,6 électronvolts. Le niveau n égale 2 est à moins 3,4 électronvolts. Le niveau n égale 3 est à moins 1,51 électronvolts. Il se trouve que cette répartition est due strictement au type d'atome auquel on a affaire. Donc ça, on se contente de l'observer. Et sur le petit schéma qui est là, vous avez l'émission de deux photons. Le premier photon, c'est lorsque l'atome, l'électron passe du niveau N3 au niveau N1. Le deuxième photon, c'est lorsqu'il passe du N3 au niveau N2. Donc j'ai noté ici la différence entre le niveau supérieur et le niveau inférieur. On a 12,09 électronvolts et tout ça c'est donc égal, d'après le cours, à Hc sur lambda, lambda étant la longueur d'onde donc de ce photon-là. J'isole lambda, lambda est donc égal à Hc sur 12,09 électronvolts. Alors, arrivé ici et avant de passer à l'application numérique, il reste à resituer et repréciser la conversion entre l'électronvolt et le joule. Un électronvolt est égal à 1,6 10-19 joules. Et donc on trouve lambda qui vaut, on obtient donc après calcul, une longueur d'onde de 102 nanomètres, c'est-à-dire qu'on est dans les UV. Donc le photon qui est émis ici, par transition entre le niveau N3 et le niveau N1, correspond à un photon dans l'ultraviolet. De la même manière, on pourrait calculer l'énergie du photon lorsque on transite entre le niveau N égale 3 et N égale 2. Dans ce cas-là, et donc par un calcul identique, on trouve une longueur d'onde de 657 nanomètres, ce qui veut dire que ce photon-ci est dans le rouge. Donc là, je parle de photons qui sont émis quand je passe d'un niveau d'énergie supérieur à un niveau d'énergie inférieure. À l'inverse, quand on passe du niveau N1 au niveau N3, le photon, au lieu d'être émis, sera absorbé. Donc voilà pour cette première partie du chapitre 15. On va maintenant passer à la deuxième partie qui va traiter spécifiquement du laser.